Bonsoir à tous et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Le concours de récitation et d'interprétation du Saint-Coran a pris fin hier à Conakry. 200 jeunes ont compéti et ont bénéficié de prix. La cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le point dans ce journal. La relance de la culture d'igname du côté de la Haute-Guinée, c'est un partenariat entre les producteurs de la région et le département de l'agriculture. Cette année, plus de 2000 hectares sont ensémencés. Chute mortelle d'un jeune à Kaloum. Le procureur de la République près du tribunal de Kaloum appelle au calme et indique que des suspects sont arrêtés et les enquêtes se poursuivent. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Fin hier à Conakry du concours national de mémorisation du Saint-Coran. Cette année, un montant de 533 000 $ a été débloqué par les autorités saoudiennes qui appuient l'organisation de ce concours. 200 jeunes venus de tout le pays ont participé à l'événement. La clôture était présidée par le Premier ministre Dr Bernard Goumou, accompagné des cadres de la présidence de la République. Reportage Adi Kamara. Ces versets du Saint-Coran, lus par Mohamed Silla, marquent la fin de la 41e édition du concours de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, le texte sacré révélé au prophète Mohammed ibn Abdallah, paix et salut sur lui, au cours du mois de Ramadan. Plus de 200 candidats, dont une vingtaine de femmes, ont pris part à ce concours national initié par le secrétariat général des affaires religieuses en partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, le représentant du chef de l'État, grâce de l'impulsion, l'instruction et diplomatie offensive de son Excellence, à travers votre coordination, qu'il a instruit le secrétariat général des affaires religieuses, nous a permis aujourd'hui, je commencerai par l'année passée, de doter à ce concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran d'avoir bénéficié le plus grand prix depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance. Ce soutien qui dénote l'excellence des relations d'amitié, de fraternité qui existent entre nos deux pays frères, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée. Le montant décaissé cette année pour soutenir ce concours s'élève à 2 millions de rials saoudiens, soit 533 000 $ US, une augmentation de 80 000 $ par rapport à l'édition précédente. C'est le lieu pour moi d'exprimer mes sincères remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son prince héritier, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, pour l'importance et l'attention particulière qu'ils accordent au développement de l'éducation, de la formation et la science pour les membres de la communauté musulmane de par le monde. Après une semaine de compétition pour jauger la performance des candidats en termes de respect de la ponctuation, du rythme, du déchiffrage, du débit, d'expressivité et de faculté de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, les membres du jury déclarent Ousmane Ba et Mamadou Djouma Diallo, respectivement premier ex-aequo de la première catégorie récitation du Saint-Coran. Et chacun a reçu une enveloppe financière de 16 000 $ américains. Je suis très content et fier d'avoir occupé cette place, d'avoir été le premier de ce grand concours de la mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran dans sa 41e édition. Alors, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis très fier de mon Karmoko et de mes parents qui m'ont soutenu. Et je suis très content d'être premier encore, parce que d'être premier, ce n'est pas facile. Ce concours permet de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et assure l'accès des jeunes à une éducation de qualité.
C'est une satisfaction totale par rapport à l'organisation, par rapport aux résultats aussi, puisque nous avons vu comment le niveau de nos enfants en matière de récitation du Saint-Coran, c'est un niveau très élevé. Ils étaient au nombre de 272 candidats. Une rubrique est réservée aux malvoyants, nos frères vraiment qui sont malvoyants, mais malgré tout ça, ils sont dans les centres de mémorisation pour la lecture du Saint-Coran. Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, exprime sa gratitude à l'endroit du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, pour les efforts consentis dans le cadre de la tenue régulière de ce concours. Tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre ici les chaleureuses salutations du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. L'année dernière, à l'ouverture de cette compétition, il disait, je cite, « Ce concours doit permettre de créer et d'entretenir un apprentissage systématique, une appropriation solide du Saint-Coran et une sainte émulation entre les jeunes candidats, filles et garçons, venus des 33 préfectures et des 6 communes de la capitale. » Fin de citation. En son nom donc, et en celui de l'ensemble du gouvernement, nous saluons, encourageons et félicitons les participants. Nous remercions également le Royaume d'Arabie Saoudite, le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, et du prince héritier Mohamed Ben Salman. Le Royaume d'Arabie Saoudite nous a fait l'honneur, comme l'année dernière, d'envoyer une forte délégation. Merci de cette solidarité islamique agissante. Nous fondons l'espoir qu'ensemble avec ce pays frère, nous allons œuvrer à faire de ce concours une compétition internationale de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. En ce mois béni de Ramadan, les représentants des institutions républicaines et internationales, les diplomates accrédités en Guinée, les chefs religieux, les associations et ONG islamiques venus de 4 coins de la Guinée étaient mobilisés pour soutenir cette initiative mettant en relief l'éducation qui est essentielle pour favoriser la tolérance et contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de cohésion au sein de nos sociétés. Dans l'actualité encore, un groupe de jeunes Maliens au nombre de 7 ont rallié Conakry après 36 jours de marche. Arrivés dans la capitale guinéenne depuis le 16 mars dernier, ils ont été reçus ce jeudi au Palais de la Colombe où le panafricanisme, l'intégration socio-économique, la paix ou encore le développement ont alimenté les entretiens. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Ils sont 7 jeunes Maliens à faire le trajet Bamako-Conakry à pied. Après 36 jours de marche, les panafricains arrivent au Palais de la Colombe. Ici, les marcheurs rencontrent le Premier ministre, chef du gouvernement. Les échanges entre Dr Bernard Goumou et les marcheurs ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre Bamako et Conakry. Occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer la volonté du président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, d'œuvrer dans le sens du maintien de la paix dans les deux pays. Le porte-parole de l'équipe s'est réjoui de l'accueil des autorités guinéennes. Ce que nous voulons aujourd'hui surtout, c'est la levée de ces barrières frontalières imposées par les colons. Comprenons que la défense de l'Afrique incombe aux Africains. Le développement de l'Afrique incombe aux Africains. Donc ce flambeau-là, c'est à nous de le porter. Il faut que nous comprenions que l'heure n'est pas à ces querelles ethniques-là. Il faut que nous comprenions que l'heure n'est pas à ces différenciations religieuses. Là, c'est à nous de se donner la main. Le Premier ministre guinéen nous a assuré qu'ils continueront d'œuvrer et ils continueront de s'impliquer, d'accompagner l'ensemble de ces peuples africains-là, qui sont prêts à faire tout pour que la dignité de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, tant perdue,
s'y retrouvent. Satisfait de cet acte de solidarité, le Premier ministre Dr Bernard Goumou a exhorté les jeunes marcheurs à s'investir davantage dans le renforcement de l'axe de coopération entre les deux peuples frères. Pour rappel, il y a quelques mois, des jeunes Guinéens avaient aussi entrepris la même marche Conakry-Bamako pour vivifier le message de solidarité et d'intégration des deux peuples frères et amis. Et puis, la société civile guinéenne ne compte pas rester en marge de la conduite de la transition. Après plusieurs mois de réflexion, des acteurs citoyens appuyés par l'Union européenne ont rendu public hier une série de recommandations, ceci pour une transition inclusive et apaisée. Reportage Mamadou Saliouba. Dans la conduite de la transition, ils ont un grand rôle à jouer. Ces acteurs de la société civile se sont concertés 5 mois durant sur certains axes de la transition. Les débats ont abouti à 242 recommandations axées sur la réussite de la transition. Nous avons parlé des questions liées à la démocratie, aux droits de l'homme, à l'inclusion sociale. Ces recommandations émanent de nous, acteurs de la société civile, librement, sans aucune contrainte, puisque nous avons voulu saisir cette transition comme une opportunité de refondation. Il y a des recommandations. Il y en a qui se recoupent avec celles des résolutions du cadre du dialogue. Il y en a qui sont complémentaires. Et la société civile aujourd'hui occupe une importante place dans la construction, encore une fois, de notre démocratie naissante. Et il était important que nous soyons là en tant que facilitatrices. Venus de plusieurs plateformes de la société civile, ces acteurs citoyens, appuyés par l'Union européenne, vont travailler davantage en faveur d'une transition inclusive et apaisée. L'Union européenne a prévu un vaste programme d'appui à la transition en Guinée et a commencé par soutenir les activités de la société civile, car son rôle dans le processus de transition est fondamental. La société civile doit jouer son rôle d'intermédiaire entre les autorités et les citoyens, doit informer et former les citoyens aux nouvelles lois et règles de gestion de l'État. Le CNT note avec beaucoup de satisfaction l'accompagnement très efficace de l'Union européenne à la transition par des actions très concrètes. Des actions concrètes qui vont conforter les efforts des autorités publiques pour la réussite de la transition. La Guinée est en évaluation par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des experts du groupe intergouvernemental de la CEDEAO sont à Conakry. Ils ont eu des entretiens avec les acteurs impliqués dans le processus et la CENTIF. Plusieurs informations ont été aussi fournies. Reportage Moussa Bangora. 3 semaines après des entretiens et recueil d'informations avec quelques institutions publiques et privées, l'heure est à la présentation des conclusions, des préliminaires de l'évaluation mutuelle du dispositif guinéen de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette deuxième évaluation du pays est axée sur l'analyse de la conformité technique. Cette réunion de clôture, qui marque la fin de la visite sur place, n'est qu'une étape du processus d'évaluation mutuelle qui, bien entendu, se poursuivra à travers des échanges entre la partie guinéenne et l'équipe d'évaluation afin d'affiner le projet de rapport d'évaluation mutuelle. Les dites conclusions sont provisoires et donc susceptibles d'être modifiées par suite d'un examen approfondi des analyses. Les évaluateurs ont noté, s'agissant du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, la Guinée dispose d'un bon arsenal législatif en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Cependant, le pays ne dispose pas à ce jour d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme prenant en compte le volet FT. L'objectif recherché est que la Guinée soit conforme aux normes internationales et au processus du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent de la CEDEAO. Nous sommes engagés depuis le 5 septembre dans un repositionnement de la Guinée sur la scène internationale.
Au niveau de normalisation, pour être au standard, c'est le travail que nous devons effectuer pour que nous rentrions dans le cadre du cycle d'évaluation. Mais comme c'est une évaluation préliminaire, les réponses seront fournies. Au niveau des textes, il y a, je pense qu'au niveau de la CENTIF, on vous l'a dit, les textes sont préparés et les signatures sont en cours d'approbation au niveau des plus hautes autorités du pays. Avant le résultat final, il va y avoir des échanges d'informations entre les experts et la Guinée, ainsi que si, par exemple, ils font des observations, nous allons voir dans le rapport, cette observation concerne quelle partie prenante. Si on constate que c'est dans le domaine de tel ou tel service, nous allons approcher ce service afin de pouvoir, dans quel ils peuvent apporter des mesures correctives pour qu'on ait une bonne note. Avec cette volonté des acteurs, le premier projet de rapport d'évaluation mutuelle sera partagé au mois de mai prochain et le projet final en novembre 2023 pendant la réunion technique du groupe intergouvernemental de la CEDEAO. Toujours dans cette édition, la base aérienne principale de Conakry a servi de cadre à la cérémonie de remise officielle de magasins de stockage d'armes et de munitions aux forces de défense et de sécurité, un don de l'ONG Mine Advisory Group en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. Reportage deuxième classe, Mabinti Keita. Ils sont issus de tous les corps des forces de défense et de sécurité à recevoir leur diplôme de fin de stage. Ces 116 participants sont désormais outillés en conduite technique mécanique auto-désarmée. Une formation de 7 mois qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. Ce stage est terminé par un examen organisé au niveau de la Direction générale du train et garage, supervisé par une commission de l'état-major général des armées. Ces stagiaires ont affronté les épreuves dans la sérénité et dans la discipline qui les a permis d'obtenir ainsi les résultats par mérite. Pourquoi cette formation? C'est pour garantir le matériel que l'État met à notre disposition, puisque c'est bon d'obtenir le matériel, mais avoir un personnel qualifié pour pouvoir l'utiliser est mieux. Chaque année, l'école du train continue à former du personnel pour pouvoir accomplir nos missions, que ce soit en Guinée ou hors du pays. Fiers d'acquérir ces connaissances, ces récipiendaires s'engagent à mettre en pratique ces savoir-faire au profit de l'armée guinéenne. La 5e promotion CT1 du Centre de formation conduite mécanique automobile, CFCMA, prend l'engagement de démultiplier les connaissances acquises au retour dans nos unités respectives. Le représentant du chef d'état-major de l'armée de terre à cette cérémonie de remise a fait une recommandation aux stagiaires de la 5e promotion de CT1, conduite et mécanique auto-désarmée, une fois dans leurs unités respectives. Permettez-moi de m'acquitter d'un lourd devoir, celui de vous transmettre les remerciements de la haute hiérarchie. Il est temps pour nous de se former et former d'autres. Nous remercions très sincèrement les organisateurs de ce stage. Quant aux stagiaires, nous leur demandons de lier la théorie reçue à la pratique et d'être à la hauteur du certificat reçu. Pour une rentrée prochaine, la remise en état opérationnel des engins roulants au profit des stagiaires facilitera les exercices pratiques au sein de ce centre de formation. Cette remise de diplôme a pris fin par la démonstration des stagiaires, suivie d'un défilé géant. C'était plutôt un renforcement de capacité au niveau des services mécaniques des armées. L'inspecteur général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a entamé une tournée dans les différents services du département. Le contrôleur général de police, Mamadouba Paye Camara, veut s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain et promouvoir également le respect de la déontologie du métier. Colonel Morikaba. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, le nouvel inspecteur général de la police et de la protection civile entre en offensive. Le contrôleur général de police, Mamadouba Paye Camara, réitère que la refondation de l'État
passe nécessairement par le respect de la déontologie par les fonctionnaires du département en charge de la sécurité. Le bon policier est celui qui respecte la loi en premier lieu. Si vous devez faire respecter la loi vis-à-vis des citoyens, il faut que vous-même, en tant que policier, vous respectez la loi. Donc l'inspection sera là pour arbitrer entre la population et les services de police. Et l'inspection surveillera ça de près pour le respect de la déontologie policière. La visite continue. Nous allons rencontrer tous les services du département de la sécurité sous instruction de l'autorité. Vous savez que la refondation, c'est ça aussi. Aller vis-à-vis des services de sécurité, aller comprendre leurs problèmes comme l'a toujours fait le commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Cette rencontre du patron de la police des polices avec les structures visées est hautement appréciée. Elle marque le début d'un partenariat rassurant. Le fait que M. l'inspecteur général est venu non seulement échanger avec le personnel du fonds pour voir les problèmes auxquels nous sommes confrontés et aussi proposer des pistes de solutions pour nous amener à une protection sociale durable pour l'ensemble des personnels de police et de protection civile. Et une équipe est mise sur pied immédiatement pour faire parvenir à l'inspection tous les documents demandés par M. l'inspecteur général. Nous estimons que le passage de l'inspecteur général à la Direction centrale de la sécurité publique augure des perspectives nouvelles, tant dans l'amélioration des conditions de travail que dans l'amélioration des outils de travail que l'État va bien mettre à notre disposition pour que la performance qu'on attend de nous soit une réalité. Avec cette tournée du nouvel inspecteur général dans les différents services, l'espoir est permis quant au respect par les services de sécurité des règles et des lois en vigueur pour la quiétude et le bonheur des citoyens. Et puis, ce service privé de prestation, une entreprise de sécurité qui œuvre dans le gardiennage et la protection des zones industrielles. Sa particularité, une forte représentativité des femmes qui jouent un rôle majeur dans la surveillance. Reportage Mounir Bari. La lutte contre les pratiques frauduleuses en matière de confection et l'authentification des diplômes au centre des préoccupations. Déjà, les travaux de la 34e session de la Commission nationale de reconnaissance et d'équivalence des diplômes, titres et grades universitaires s'ouvrent à Conakry. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers sa direction générale de l'enseignement supérieur, rappelle les nombreuses conventions que la Guinée a ratifiées en matière de sécurisation des diplômes. Notre pays a ratifié la Convention sous-régionale de l'espace CEDEAO, la Convention régionale pour les États d'Afrique sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes et tout récemment la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Ce, pour la qualification du système éducatif national, la crédibilité des ressources humaines et la sécurisation valorisante des diplômes guinéens. Les conclusions de ces travaux de la 34e session permettront aux autorités de mettre fin à l'impunité dans la délivrance, mais aussi renforcer la sécurisation et la valorisation des diplômes au contexte de la mondialisation. Vous plancherez sur 240 dossiers de reconnaissance et d'équivalence de diverses provenances, composés de 35 PhD, 25 diplômes d'études spécialisés en médecine, 133 masters, 2 diplômes d'études supérieures, 4 maîtrises, 2 diplômes d'études supérieures, 9 licences et 30 baccalauréats. La reconnaissance et l'équivalence des diplômes est un processus réalisé en différentes étapes, dont entre autres la vérification de la reconnaissance officielle de l'institution d'enseignement supérieur de délivrance par les autorités compétentes de l'État concerné, la vérification de l'authenticité du diplôme auprès de cette IES de délivrance officiellement reconnue. En ligne de mire de Dr Yaka Sidibé et son cabinet, l'harmonisation et la dématérialisation de la reconnaissance des diplômes à travers la centralisation des données. Désormais, la falsification des titres et grades académiques sera réprimée avec la plus grande énergie selon les autorités
qui caresse le rêve de qualifier l'enseignement supérieur guinéen. À présent, nous vous proposons le compte-rendu du Conseil des ministres qui vient de nous parvenir. On écoute le ministre porte-parole du gouvernement. Suivez. Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 avril 2023 de 12h à 14h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 avril 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé par féliciter le ministre secrétaire général des Affaires religieuses pour la bonne organisation de la 41e édition du concours national de lecture du Saint-Coran. Par la même occasion, le chef de l'État a aussi félicité tous les acteurs et les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cette édition. Il a également remercié et encouragé tous les candidats, plus particulièrement les lauréats du concours. Ensuite, il a exprimé son incompréhension dans l'exécution du budget par certains ministres au sein de leur département. Il a rappelé que la justification selon laquelle les budgets de l'année dernière étaient un héritage n'est plus recevable, car pour cette année, tous les ministres ont en toute autonomie préparé et soutenu leur budget devant la représentation nationale. Nonobstant des lignes budgétaires, le chef de l'État a fait montre de toute son incompréhension face à l'acharnement des ministres à réaliser des projets qui n'ont pas été budgétisés cette année. En outre, le président de la transition a rappelé que lors du Conseil des ministres du 24 novembre 2022, il avait souligné que les membres du gouvernement ont eu suffisamment de temps pour apprendre. Au regard de ce temps d'apprentissage, qu'il serait très regardant sur chacune de leurs actions à l'avenir. Enfin, le chef de l'État a interpellé les ministres à la réalisation des infrastructures scolaires, routières, hospitalières, conformément aux procédures administratives en vigueur. Également, il les a invités à l'anticipation et à se projeter dans l'avenir. Le compte-rendu du Conseil des ministres tenu récemment à Abidjan de la 4e édition du Forum international du logement de la Côte d'Ivoire. L'accès au logement, un sujet phare de la rencontre à laquelle l'ancien Premier ministre Kabine Komara a pris part en guise de solidarité aux organisateurs. L'initiative vise à répondre aux besoins du logement. Reportage Tierno Younoussaba. C'est au nom de la solidarité sous-régionale que l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara a pris part à la 4e édition du Forum international du logement de la Côte d'Ivoire. Cette année, la rencontre se déroule sous le thème « Accès au logement ». Cette initiative de la Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agréés vise à mettre en place une plateforme d'échange professionnel pour la mutualisation des efforts des acteurs de la sous-région en vue de créer un cadre de vie idéal. On a les mêmes problèmes. Il y a le taux des gens non logés est grave, mais aussi le taux des gens dans les maisons insalubres est également très important. Donc en fait, on doit faire deux choses en parallèle. Construire de nouvelles maisons, mais par la suite restructurer l'habitat ancien pour que ces gens-là qui ne peuvent pas se déplacer puissent avoir de meilleures conditions là où ils sont installés. Il se trouve qu'il y a certains qui sont en avance par rapport à l'autre. Donc ça ne sert plus à aller chercher l'expertise dehors. Alors que dans le voisinage, nous appartenons à des institutions communes, la CEDEAO, l'UMOA et autres. Kabine Komara, ce rendez-vous majeur, apporte de la plus-value à ces travaux des promoteurs et des constructeurs de la Côte d'Ivoire. On a surtout le sentiment d'être soutenu.
Parce que monsieur le Premier ministre, vous savez, en dépit de ses préoccupations si importantes que nombreuses, a tenu quand même à être là, a tenu à vraiment donner son point de vue sur la question du logement, ce qui est une question vraiment essentielle pour nos populations. Vous savez que nous sommes dans une zone où il y a simplement 20% de taux de bancarisation, donc 80% en général dans l'Afrique subsaharienne de non bancarisés, qu'on appelle le secteur informel. Donc il faut y travailler là-dessus, il faut travailler sur nos capacités d'urbanisation. La 4e édition du Forum international du logement a mobilisé plusieurs grandes personnalités, y compris des diplomates accrédités à Abidjan. Développement, toujours la commune de convergence de Koba a accueilli une mission de l'ANFICT du Niger. Elle a visité quelques réalisations faites par l'ANAFIC Guinée dans cette localité. Des échanges ont également eu lieu entre les autorités locales et la mission sur les aspects liés au mécanisme de mobilisation des ressources. Reportage Mohamed Lamine Kamara. À travers les prouesses de l'ANAFIC, les collectivités locales du pays sont à ce jour dans une dynamique positive vers un développement durable. Ce partage des richesses nationales a permis l'éclosion des infrastructures dans plusieurs municipalités. C'est le cas ici à Koba, des infrastructures communautaires comme le centre d'accueil, la plateforme des femmes étuveuses et autres sites réalisés par l'ANAFIC force l'admiration des autres démarques. Et ce qui m'a beaucoup impressionné aux yeux, j'ai été voir des femmes qui cultivaient des riz elles-mêmes. Et c'est des femmes dont avant c'est de groupements féminins. Je leur ai posé la question, elles se sont réunies en union pour faire une coopérative. Donc c'est un exemple à prendre chez moi au retour. Il y a des effets effectifs, des réalisations que nous pouvons toucher du doigt. Et ce centre d'accueil montre qui a son importance, donc pour les gens qui passent à Koba, est une très belle réalisation de l'ANAFIC. Une séance de travail a également lieu entre les responsables. Bientôt, l'électrification du district de Tercé dans la préfecture de Dibreka. C'est une action du gouvernement de la transition avec l'appui des sociétés qui exploitent les carrières dans la zone. À ce jour, des poteaux sont installés et le câblage a déjà commencé. Reportage Sona Sagnou. Avec une population de plus en plus galopante, estimée à 1 millier d'habitants, le district de Tercé à Dibreka se voit dans l'obligation des exigences du développement. La dynamique est enclenchée grâce au soutien du CNRD. À ce jour, des poteaux d'électrification sont implantés pour fournir du courant électrique à la localité. Actuellement, il y a 3 carrières ici. Auparavant, on n'en avait pas d'utilité. Mais avec l'arrivée du CNRD, nous disons merci à Dieu et nous leur disons aussi merci. Grâce au CNRD, nous sommes un peu soulagés et cela grâce aux préfets et aux autorités locales qui nous ont promis et effectivement les câbles sont tirés dans beaucoup de secteurs. L'État guinéen, à travers les autorités préfectorales du Breka, est accompagné par des sociétés minières qui exploitent des carrières de granit dans la zone. À la limite, ce qui revient du rôle régalien de l'État, qui est l'électrification de la cité, et nous ne faisons pas en place lieu du gouvernement, mais nous venons en appoint, puisque de toute façon une société minière est une société économiquement assise qui vient en apport aux grands objectifs du gouvernement. Donc ça construit un environnement solide entre nous et la population riveraine. Outre l'électrification, les populations de Tercé sollicitent l'implication des autorités et des sociétés minières de la place pour l'obtention d'autres forages en vue de faciliter l'accès à l'eau potable. Et puis, pour donner de l'eau aux populations de la région forestière, la construction de 453 forages est annoncée. Les préfectures de Lola, Yomu et Nzérékoré sont ciblées par ce financement de la Banque islamique de développement. Le point avec Lancé Kamisoko, Saliou Paye, Lamine Diallo. Approvisionner les populations rurales en eau potable, c'est la feuille de route du Service national d'aménagement des points d'eau SNAP.
C'est ainsi que le directeur général annonce la réalisation très prochaine de plus de 450 forages dans les préfectures de Zérékoré, Lola et Yomou. Approvisionner nos compatriotes vivant à Zérékoré, Lola et Yomou. C'est pour cela d'ailleurs nous avons fait une mission aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire la visite, savoir où en est-on avec ce projet-là. À Zérékoré, on doit donner 230 forages et 10 AEP. Et à Lola, on doit donner 130 forages et 6 AEP. Et à Yomou, on doit donner 4 AEP et 93 forages. Il nous a pris dans sa priorité. Et c'est pour ça que j'ai dit aux femmes de Zérékoré de rester dans la priorité du CNRD. Les représentantes des femmes des préfectures bénéficiaires savourent déjà la nouvelle. Quand on dit la femme, c'est l'eau. Qui on dit l'eau, c'est la vie. C'est l'eau qui est à la naissance, c'est l'eau qui est à la mort. Donc l'eau est indispensable dans la vie de l'homme. Si aujourd'hui Sénap veut faire plus de 130 forages à Lola, vraiment, ils seront les bienvenus et vraiment, on sera fiers de voir ces 130 forages à Lola. La plus grande corvée aujourd'hui, c'est le manque d'eau pour les femmes. Donc quand on annonce cette nouvelle, nous, les femmes de Zérékoré, nous ne devons que se réjouir aujourd'hui de cette annonce. De cette annonce vraiment pour les femmes du monde rural. Je pense que vraiment nous prions Dieu que ça soit vraiment une réalité. La réalisation de ces forages va démarrer les mois à venir. Déjà, une équipe du SNAP, conduite par le directeur général, est sur le terrain pour le dernier réglage. Agriculture, la production d'igname du côté de la Haute-Guinée trouve un accompagnement. Des semences sont mises à leur disposition et plus de 2000 hectares sont à ensemencer pour augmenter la production locale. Reportage dans la région avec notre correspondant Djamo Kaba. Véritable symbole d'une organisation sociale, l'igname a du succès. Dans la savane guinéenne, un nouveau plan de relance est mis en branle pour revaloriser ce produit phare très brisé. 2 qualités de semences sont mises à la disposition de 2000 producteurs pour ensemencer les champs. 2500 hectares sont prévus pour augmenter la production. Ici à Tintin-Woulenkoro, le temps est donné. Les autorités ont respecté leur engagement. La balle est désormais dans notre camp. On réitère également notre détermination pour un haut rendement. Je voudrais qu'ils aillent au-delà de leurs promesses, puisque nous voulons encourager le gouvernement qui veut promouvoir la sécurité alimentaire dans la région de Caen. Sur le terrain, le programme est piloté par la Fédération des producteurs d'igname et de sésame. C'est le fruit d'une convention signée entre cette plateforme et le Fonds de développement agricole. Un coup de pouce du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour répondre au cri du cœur des paysans. Depuis sa création jusqu'à l'heure, on n'a jamais eu une convention aussi détaillée que cette fois-ci. Et je vous avoue que si on appuie les producteurs en termes d'herbicides, en termes de semenceaux, et le résultat sera que vraiment l'igname sera en abondance sur le marché et par ricochet, le prix va baisser au niveau de tous les grands marchés de la Guinée. Nous remercions le gouvernement pour l'initiative et on prend l'engagement que vraiment on va vraiment utiliser l'argent dans le domaine de l'agriculture et par ricochet, la production va être en abondance dans tous les marchés. Ce que moi j'ai vu sur le terrain, je puisse avouer que c'est une population à aider. Si on leur donne les semences, très franchement, ils peuvent nourrir toute la Guinée en igname. Donc c'est aussi une manière de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ce nouveau partenariat entend développer la filière de l'igname. Dans les grands bassins de production, l'ambition est d'encourager l'entrepreneuriat agricole pour l'intensification de la production de l'igname, un tubercule qui occupe une place importante dans la politique de l'autosuffisance alimentaire. L'objectif cette année est de partir de 25 000 en moyenne l'unité d'igname vendue à Conakry autour de 12 000 l'unité à Conakry. On a signé une convention de 51 milliards avec les producteurs d'igname, de Cancan, de Kerwani et de Macenta. Dans ces 51 milliards, 35 milliards déjà c'est la semence que le ministère va acheter directement dans son budget, dans le budget du cabinet du ministre, qu'on va mettre à la disposition de ces producteurs, mais qui doivent le rembourser au FODA.
Donc là, nous utilisons le FODA comme un véhicule pour sécuriser les investissements du ministère dans le secteur. Donc le restant, il y a des herbicides aussi à hauteur de 5 milliards qui vont aussi être financés directement par le budget du ministère. Et le restant, un peu qui est de l'espèce, qui va être financé par le FODA. L'agriculture est rentable, elle est noble, parce que c'est de l'argent propre qu'on y gagne. Et je pense que les Guinéens, notamment les jeunes, commencent à le comprendre. En Guinée, à chaque écologie, sa spéculation. Du riz de mangrove, du littoral, au palmier à huile de la forêt, en passant par la pomme de terre du Fouta et l'igname de la savane. Par le biais du Fonds de développement agricole et d'autres instruments de promotion rurale, les autorités du ministère de l'Agriculture comptent accompagner ces produits agricoles emblématiques des différentes régions sur toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation. L'incendie survenu mardi au grand marché de Dabondi dans la commune de Matoto a occasionné plusieurs pertes. Le contenu de certaines boutiques et magasins est réduit en cendres. Ce jeudi, Dr Dansa Kourouma et son équipe étaient sur le lieu pour témoigner leur solidarité aux victimes. Reportage Abdoulaye Ningelande Diallo. Un bilan officiel de la valeur des marchandises n'est pas encore disponible, mais on dénombre une vingtaine de boutiques et de magasins consumés. C'est l'image de désolation qu'offre aujourd'hui le grand marché de Conakry situé dans le quartier d'Abondi, quelques heures après l'incendie. Sur la cause du drame, les avis des uns et des autres sont divergents. Cependant, les victimes sont nombreuses. Notre perte, c'est trop, on ne peut même pas parler, parce que toutes les machines qui sont à la classe, deuxième année, la troisième année, tout est perdu, la direction, tout est parti. Et là-bas, on trouvait tous les documents des enfants, les pains pour les clientes, tous les ordinateurs, on n'a rien, même un franc, on n'a rien pris. Et la perte est énorme. La perte est énorme. En termes de chiffres, on ne peut pas dire quelque chose parce qu'on n'aime pas parler de chiffres. Mais on a perdu des dizaines de conteneurs. Parce que c'est six magasins qui étaient remplis de bas jusqu'en haut, avec même les mezzanines. Parce qu'on avait fait cette commande à cause du Ramadan. Dans les locaux de ce grand marché, les conseillers nationaux, fidèles à leur vocation, viennent témoigner leur compassion aux victimes de cet incendie. Dr Dansa Kourouma et son équipe font un constat alarmant vu l'ampleur des dégâts. Le CNT a pensé que quand pareille situation arrive dans une communauté, il ne peut pas être en reste. Il doit venir compatir à la douleur des personnes qui ont perdu leurs biens. Nous remercions déjà Dieu qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine, mais les pertes en matériel sont énormes. Donc nous sommes venus faire le constat et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons intervenir ou faire intervenir l'État, parce que nous sommes les législateurs. Cette compassion des conseillers nationaux soulage davantage les victimes. Des victimes qui ne comptent que sur la solidarité des bonnes volontés pour redémarrer leurs activités socio-économiques. Il faut dire que dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Kankan, un incendie a ravagé un magasin et son contenu. Un court-circuit serait la cause du drame. Nous y reviendrons. Ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Communiqué. Conakry, le 6 avril 2023. Le garde-sceau, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a été informé du décès de M. Ibrahim Assouma par chute du 5e étage d'un immeuble situé au quartier Sandervalia dans la commune de Kaloum. Dans les circonstances non encore élucidées pour l'instant. Cette situation a entraîné la manifestation des jeunes en colère dans la commune de Dixine où résidait le défunt. Soucié du respect de la politique pénale du gouvernement axée sur la lutte contre l'impunité, les instructions ont été données depuis hier au parquet compétent d'ouvrir sans délai les enquêtes pour élucider les circonstances dans lesquelles cette disparition tragique est survenue. Sous réserve de la présomption d'innocence, les nommés Khalil Atia,
Oumou Kesso Diallo, Marie Kamara, Ibrahima Souri Kamara, Fodé Souma, Ousmane Kamara et Abdallah Bangoura ont été interpellés pour des fins d'enquête. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, met en garde toute forme de justice privée par voie de violence en s'attaquant notamment à la communauté libanaise dont un des suspects est issu au mépris des lois de la République et instruit au procureur général près la Cour d'appel de Conakry de prendre toutes les dispositions légales dans le cadre de la prévention des infractions pouvant avoir un lien avec le drame. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, présente toutes ses condoléances à la famille biologique du défunt et promet que justice sera faite comme dans tous les autres cas, suivant une procédure juste, équitable et respectueuse des droits de toutes les parties. Signé M. Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Après la chute suspecte au 5e étage d'un immeuble d'un jeune à Kaloum qui a entraîné sa mort, le procureur de la République près le TPI de Kaloum, dans une déclaration, appelle les populations au calme. Mamadou Magasouba indique qu'il y a 7 suspects déjà interpellés et les enquêtes se poursuivent. On l'écoute au micro de Tierno Younsaba. Le 5 avril 2023, aux environs de 11 h du matin, il a été porté à la connaissance de mon parquet la survenance d'un événement malheureux au quartier Sandabalia, dans la commune de Kaloum. Ces jours, un jeune du nom d'Ibrahima Souri Souma, âgé d'une vingtaine d'années, célibataire sans enfant, domicilié à Dixine, a chuté du 5e étage d'un immeuble à Sandabalia, commune de Kaloum. Malheureusement, le jeune homme y a perdu sa vie. Conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale, et tenant compte du caractère suspect de la suite mortelle, mon parquet a ouvert une enquête autour de cette affaire pour élucider les circonstances de ce drame. Pour l'heure, 7 personnes ont été interpellées, dont 6 Guinéens et 1 Libanais. Les enquêtes se poursuivent au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous appelons les uns et les autres au calme et à la retenue et rassurons les parents de la victime ainsi que l'opinion nationale que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille et aux proches éplorés. Demain, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la santé, une journée qui marque les débuts de l'Organisation mondiale de la santé. Pour marquer cette date commémorative, des engagements sont pris pour l'amélioration de la santé de la population. Tierno Marofba commente les déclarations du représentant de l'OMS en Guinée et celui du ministre de la Santé. Suivez. Amener tout le peuple du monde à un niveau de santé plus élevé possible est le but de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Une journée célébrée depuis 1948, date de la création de l'Organisation mondiale de la santé. L'occasion est mise à profit pour noter les avancées dans l'amélioration du bien-être de la population mondiale. La synergie d'action pour l'accès de tous aux soins de santé de qualité dans l'optique de la couverture santé universelle est l'objectif recherché. Ce thème a pour but d'attirer l'attention sur le fait que la santé est un droit universel auquel chaque être humain a droit, quelle que soit sa condition socio-économique. C'est une invite au gouvernement, aux institutions partenaires, aux communautés, ainsi qu'aux acteurs du secteur privé pour œuvrer dans une synergie d'action pour l'accès de tous aux soins de santé de qualité dans l'optique de la couverture santé universelle. La 75e célébration de cette journée est placée sous le thème « La santé pour tous », un thème qui s'inscrit en Guinée dans une dynamique garantissant des soins de qualité à tous les Guinéens. Notre pays est heureux de se joindre à cette célébration parce que nous avons aussi marqué beaucoup de points. Nous avons engrangé beaucoup de victoires dans notre lutte contre la maladie et la souffrance. Au moment où je vous parle, le gouvernement de transition auquel j'ai le privilège et l'honneur d'appartenir
a mis en chantier plusieurs réalisations dont l'objectif affiché est d'améliorer les conditions de prise en charge des cas de maladie et aussi de promotion et de protection de la santé de nos populations. Cette journée est aussi une manière de satisfaire les attentes garantissant des populations pour mener une vie en bonne santé et être de véritables acteurs de développement. Célébration ce jeudi de la Journée mondiale du sport au service du développement et de la paix. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une déclaration relative aux enjeux liés à la promotion du sport. Reportage d'Ibril Kamara. Marquer des points pour les peuples et la planète, c'est le thème de cette journée mondiale. Là-dessus, le gouvernement compte mettre tout en œuvre pour le rayonnement du sport et des activités physiques sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà de la célébration d'une journée, c'est une formidable lucarne qui nous est offerte pour d'un côté rappeler les valeurs qu'incarne le sport et les activités physiques, mais aussi d'un autre toucher du doigt les besoins fondamentaux qui doivent effectivement être comblés pour permettre le rayonnement de ce secteur qui est le sport. Aujourd'hui, il paraît impossible de parler de sport sans parler d'environnement, d'écologie, tant l'interdépendance et les imbrications entre ces sujets semblent essentielles à la réussite de tout projet sportif. Les organisations sportives et olympiques au niveau national, qui sont par ailleurs les premiers responsables de la gestion et du fonctionnement des disciplines sur le terrain, doivent faire de cette question écologique la particularité dans leurs disciplines respectives. Dans sa déclaration, Lansana Bea Diallo a, au nom du gouvernement de la transition, défini la politique sectorielle de création des conditions favorables à l'animation des compétitions nationales. Les moyens que l'État, à travers son département, met à la disposition des organisations sportives et olympiques sont limités pour des raisons de contraintes budgétaires, non propres à la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous rappelons sans cesse notre souhait de réorienter ces moyens sur la création ou la consolidation des compétitions nationales et régionales en vue de créer une émulsion, aussi bien en termes d'infrastructures au niveau local, mais celle évidemment de développement et l'épanouissement de nos jeunes filles et garçons à travers ces compétitions. Célébrer la journée mondiale du sport, c'est aussi reconnaître le mérite des sportifs. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l'occasion pour féliciter les sportifs guinéens qui sont distingués au cours de l'année. Par ailleurs, il les a invités à beaucoup plus d'abnégation pour engranger d'autres résultats pour la nation. Moment de souvenir dans cette édition, 50 ans depuis la mort d'Aboubacar Demba Camara, membre du Bembeya Jazz national. L'homme reste encore gravé dans la mémoire des Guinéens. Au domicile de sa fille à Yataya, une lecture du Saint-Coran a été organisée par sa famille. Reportage Mohamed Troakamara. Cette lecture du Saint-Coran est organisée à l'occasion de l'an 50 de la disparition d'Aboubacar Demba Camara, membre du célèbre orchestre du Bembeya Jazz national et international. Parents, amis, collaborateurs et sympathisants de l'artiste sont tous venus pour prier ensemble afin d'honorer la mémoire du défunt. Une légende qui a contribué au rayonnement de la culture par le biais de la musique. Dieu m'a permis, depuis l'âge de 20 ans, de pouvoir chaque année faire un sacrifice pour lui, la lecture du Coran, surtout pour lui. Ça, déjà, je remercie le bon Dieu. Pour emboîter le pas de ma maman, nous avons un rêve tous les deux d'avoir une fondation Aboubacar Demba Camara. Nous avons des sociétés qui portent son nom, dont Tentemba, qui aujourd'hui investit dans plusieurs domaines de construction, de routes, de commissariats et autres, parce que nous voulons vraiment participer au développement de la Guinée. Ces retrouvailles ont permis aux uns et aux autres de magnifier le parcours de Demba Camara, considéré par ses admirateurs comme le dragon de la chanson africaine. Le souvenir d'un homme inspiré très tôt, qui est mort avant l'âge de 30 ans
et qui a marqué la culture guinéenne et la culture africaine de manière extraordinaire. C'était un artiste épanoui qui savait ce qu'il voulait, qui avait des messages positifs sur la paix, l'amour, la mort, la vie, le travail, bref, un artiste engagé de son temps, et c'est ce qui fait que le message qu'il portait avec le Bembeya Jazz National est devenu tout simplement un message patriotique. Il a été un gars très sérieux, valable pour la famille, il s'est beaucoup investi pour le pays. Et nous sommes contents de venir assister à son anniversaire avec sa fille, organisée par sa fille, Haya Koulaho Kamara. Nous sommes vraiment contents de l'organisation. Et on est content des journalistes qui sont venus couvrir les événements. Décédé le 5 avril 1973 des suites d'un accident de la circulation entre l'aéroport de Dakar et l'ambassade de Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Irá,